Il est 8h33 sur studiocalita.com. C'est l'heure de recevoir dans notre studio notre invité, l'invité de la rédaction ce matin, qui n'est autre que l'ancien grand rabbin de Strasbourg, le grand rabbin René Gutmann. Merci. Bonjour, grand rabbin René Gutmann. Merci d'être avec nous ce matin. Boker Tov, bonjour. Boker Tov, voilà. Merci d'être avec nous. Nous allons dialoguer ensemble pendant les prochaines minutes, pour la fin de cette heure d'actualité sur studiocalita.com. Et nous allons parler de votre aliyah. On va parler peut-être aussi, revenir un peu sur votre carrière rabbinique, parler de votre aliyah, de vos projets ici en Israël. Et puis, dans la seconde partie, eh bien, vous nous livrerez un Dvar Torah, un mot de la paracha, comme on dit ici, à l'occasion donc de cette paracha Chaye Sarah, qui est riche en événements. On parlait du Shabbat Révron, de la centralité de Révron. On verra, il ne manque pas de sujet pour parler de la paracha de cette semaine. Mais tout d'abord, je voudrais peut-être vous présenter rapidement les grandes lignes de votre carrière. Vous êtes né en 1950 à Rouen. Votre père était lui-même rabbin à Rouen lui-même. Il était rabbin à Rouen. Vous avez fait vos études. Vous êtes venu en Israël tout de suite. Je pense même avant d'avoir fait le séminaire rabbinique, vous avez fait des études dans des yeshivot, dans la yeshiva de Tifrach et dans la yeshiva de Hebron aussi. C'est mentionné comme cela. Et ça sera intéressant d'en parler parce que c'est un parcours peut-être atypique par rapport à d'autres rabbins qui s'engagent tout de suite au séminaire rabbinique. Mais ensuite, vous avez fait le séminaire par la suite, sous la direction au début de vos études du regretté grand rabbin Chili, et puis d'Emmanuel Chouchnas, du grand rabbin Guggenheim également, et du grand rabbin effectivement. Donc vous avez eu trois directeurs du séminaire rabbinique pendant vos études, et vous avez été rabbin à Reims, grand rabbin de Bruxelles également, avant de devenir en 1987 grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. En passant par Besançon. Ah, et Besançon, j'oubliais Besançon. Je salue les Bisontins qui sont nombreux à Strasbourg, à Jérusalem. Voilà, il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Et donc, vous avez été pendant 30 ans grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. On peut dire que alors, je vais revenir un peu sur votre parcours. Parce que vous savez, ici, on a un grand défaut en Israël, c'est qu'on essaye tout le temps de cataloguer les gens et de les classer dans des cases bien particulières. Et j'ai eu une certaine difficulté à vous classer dans ces cases parce que vos études ici en Israël, avant donc le séminaire rabbinique, vos études dans les yeshivot, eh bien, Tifrach au début, c'était peut-être pas une yeshiva tout à fait orthodoxe, charédite, mais c'était plutôt sioniste. Elle est passée, elle est devenue par la suite une yeshiva charédite. La yeshiva de Hebron, on la connaît, c'est une yeshiva, on va dire, yeshiva porte-drapeau de l'étude lituanienne. Alors, où vous vous positionnez, monsieur le grand rabbin, dans ce grand débat sioniste, pas sioniste, religieux, orthodoxe, charédi Bon, c'est d'autant plus compliqué que j'ai aussi une formation universitaire. Voilà, et puis vous avez effectivement des doctorats à Paris. J'ai oublié, bien entendu, des doctorats de sciences religieuses à Paris. Moi, je crois que j'ai suivi un peu l'adage de nos rachamim, de nos sages, Mikol Melamda Iskalti. Je crois que je suis parti avec une énorme curiosité. D'abord, une passion pour Israël que mon père Zichron Livracha m'a transmise, car je suis parti après la guerre de 67. Donc, mes premiers pas étaient au Kotel, étaient à Hebron, étaient à Marat Marpella, étaient à Bethléem, à Yericho. Et j'ai compris que le contact avec Torah Terre d'Israël, avec la Torah en Israël, était pour moi quelque chose de prépondérant, une sorte de propédeutique avant d'aller en France et d'aller compléter. En fait, j'ai eu droit à un parcours raccourci, un cursus raccourci en France. Puisque vous aviez déjà un bagage solide. Comme d'autres collègues aussi, je n'étais pas le seul. Mais le sionisme, pour moi, était toujours une évidence. Et je crois que cette aliyah, qui est peut-être un peu tardive, qui correspond à un nombre assez important d'années au service de la communauté, était déjà potentiellement un projet auquel on tenait beaucoup, mon épouse et moi. Nous avons 3 enfants sur 4 ici en Israël, des petits-enfants. Vous avez 4 enfants et 3 des 4... Et puis je retrouve une diaspora alsacienne aussi à Jérusalem. Oui, et donc, quelque part, non pas que j'étais en aliyah, je ne sais pas si on fait son aliyah, on est en aliyah. Je ne veux pas dire que je suis en lévitation, mais je crois que l'aliyah, c'est quelque chose qui se vit tous les jours. Oui. Et je crois que cette aliyah, elle était dans la tête, elle était dans le cœur, et elle est maintenant, je la pratique maintenant, grâce au fait que j'habite en Israël. Et grâce au fait que, tout en étant retiré de mes fonctions de grand rabbin de Strasbourg, j'étais nommé entre-temps Notzig, représentant les rabbins européens
auprès d'Israël, auprès des grandes institutions, la Sornout, Yichud HaKehilot, Bate Knesiot. Donc, je me sens Vous étiez investi. aussi déjà... Voilà, je me sens investi. Voilà, je me sens investi même au niveau européen, mais investi maintenant à être un petit peu, je ne vais pas dire, ça serait un petit peu exagéré, ish kesher, mais continuer à faire le lien entre Israël et la diaspora. Promouvoir justement cet amour d'Israël et cette importance pour moi considérable de vivre à l'heure d'Israël. Alors justement, est-ce que finalement, les rabbins français aujourd'hui, on a le sentiment que votre génération, ceux qui ont terminé le séminaire dans les années 70, avaient un bagage, comme vous le dites, sioniste, et avaient considéré, d'ailleurs je pense que c'était à l'époque, c'était incontournable de faire au moins une année d'études dans le cursus, dans une yeshiva en Israël. Alors ça c'était le mérite de ce du grand rabbin Henri Shili Livracha, qui a compris dans les années 60 qu'il fallait impérativement que les élèves rabbins à étudier en Israël. C'était un combat qui n'était pas évident par rapport aux consistoires de l'époque, oui. Mais il l'a gagné et c'est un des mérites du grand rabbin Shili, qui en a eu beaucoup d'autres bien sûr, puisqu'il a été on le présente comme un saint, comme un juste, mais il a été aussi un héros pendant l'occupation. Et ça on ne sait pas malheureusement, mais on le saura grâce à votre livre, parce que je crois qu'il a peu écrit, peu transmis. À l'époque, c'était pas le temps de l'information tous azimuts comme aujourd'hui. Or, je crois que alors, vous parlez du grand rabbin Shili. C'était un rabbin très engagé, on va le dire, aussi parce que il était d'ailleurs d'abord précurseur, mais il était très engagé aussi dans des affaires qui dépassaient, on va dire, la communauté. Par exemple, à l'époque des époux Rosenberg, il était très militant. Et vous l'avez été aussi dans votre carrière de par vos fonctions en tant que grand rabbin de Strasbourg. Strasbourg, c'est l'Europe, c'est le Parlement européen. Et vous n'avez pas manqué, vous, durant votre carrière, de prendre position contre certaines injustices qui frappaient l'État d'Israël, en particulier dans les instances européennes. Tout à fait. Je suis intervenu au Conseil de l'Europe lorsqu'il y avait un début de loi contre la pratique de la Brit Mila, de la circoncision. Je suis aussi intervenu avec d'autres collègues pour la défense de la shrita, de l'abattage rituel, mais je suis aussi intervenu, et c'était aussi une cause très heureuse, pour l'accueil de Sharansky, à peine arrivé de Russie, enfin des geôles du RSS. Et j'ai aussi reçu le pape Jean-Paul II, à peine arrivé à Strasbourg. C'était un moment important, c'était le moment où il y avait encore le débat, plus que le débat, le contentieux avec l'affaire du Carmel d'Auschwitz, que j'avais déjà révélé à Bruxelles. Donc c'est vrai que ma position à Strasbourg comme grand rabbin et membre de la conférence des rabbins européens a fait que j'étais engagé très vite dans toutes les questions concernant le peuple juif. Est-ce que vous avez senti durant votre carrière qu'il y avait des obstacles de la part et des préjugés extrêmement forts de la part de nombreux des députés européens face à l'État d'Israël ? Je dirais que... Et vous avez essayé de les combattre ? Je ne sais pas si c'est au niveau européen lui-même qu'on a ressenti à l'époque des préjugés ou une sorte de position plutôt... non pas anti-israélienne, mais plutôt pro-arabe. C'était déjà le fait en France avec la politique du Quai d'Orsay, de toute façon. Mais on a remarqué au contraire une compréhension quand même plus claire des enjeux que vit Israël, en raison malheureusement du terrorisme qui a débordé les frontières et qui a touché l'Europe. Je crois que c'était un tournant, même si la politique européenne est toujours un petit peu abrupte par rapport aux questions gouvernementale israélienne actuelle, on sent quand même une compréhension des problèmes que vit Israël. Alors je parlais des rabbins, je disais que vous étiez peut-être dans une génération de rabbins où effectivement on s'engageait véritablement en faveur de l'État d'Israël, alors qu'aujourd'hui, peut-être on va dire 30 ans plus tard ou 20 ans plus tard, les rabbins semblent beaucoup plus frileux envers l'État d'Israël. Je ne citerai, on peut en citer plusieurs, et pour différentes raisons. Certains, comme par exemple le grand rabbin de France, Chaim Corsia, sont plus proches de la République, nous rappellent certains rabbins de l'époque de religion et patrie d'avant la Première Guerre mondiale, entre les deux guerres. D'autres sont plus haredim et ne considèrent pas que l'État d'Israël est une priorité. Il y a des changements comme cela au sein du rabbinat français ? Il y a deux évolutions. Bon, il y a une évolution qui correspond à l'intensification de l'étude et qui fait que quelque part la notion d'Israël, l'État d'Israël, s'est spiritualisée, et nous avons beaucoup de rabbins qui ont leurs enfants en Israël, qui eux-mêmes ont étudié en Israël, et qui feront sans doute un jour leur alia, mais pour qui Israël, c'est plutôt Eretz Israël, c'est-à-dire c'est la Terre Sainte, Terra Sancta, et qui fait qu'on ne ressent pas chez eux
une implication voilà, évidente ou ouverte à l'État d'Israël en tant qu'État, en tant que projet politique, alors que Lévinas lui-même avait compris très tôt que les idéaux bibliques ne peuvent pas s'accomplir tant qu'ils ne sont pas réalisés sur une terre et dans un État. Et ça c'est une chose que j'ai constatée aussi à Strasbourg, où on entend plus parler de Eretz Israël que de Benat Israël, et où même la célébration du Yom Ha'atzmaut est parfois un débat. Oui. Alors ça, c'est une chose qui me chagrine encore, mais ça fait partie effectivement des changements de tendance, du judaïsme français. Et encore une fois, du primat de l'étude, qui est une très bonne chose, et qui fait que Strasbourg est une ville modèle, et je dirais une ville pilote en France au niveau du ressourcement, mais qui quelque part grève un peu le yachas, la relation qu'on devrait avoir avec l'État d'Israël, comme partenaire vivant, comme évidence politique. Ça, et puis, il y a effectivement une tendance, mais ça, c'est dû au renouveau de la suspicion de la légitimité d'avoir et Israël et la France comme patrie, et ce qui pousse certains rabbins peut-être à intensifier leur attachement et leur fidélité à la France en mettant un petit peu Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, c'est le résultat aussi de cette vague d'Aliyah à laquelle on assiste depuis plusieurs années? C'était que finalement, tous ceux qui se sentent proches de l'État d'Israël décident de faire leur Aliyah, de monter, de s'installer ici, et que ceux qui restent en France, sont ceux qui, pour différentes raisons, soit orthodoxes et n'ont pas cette approche, soit trop déjà français, républicains. Ça, c'est la crainte souvent manifestée par le président Joël Mergui, qui craint que les plus engagés parmi les Juifs de France quittent la France et aillent en Israël. Mais je crois que c'est une erreur. Je crois que, en tout cas, c'est une erreur de penser que c'est la seule cause. C'est par le renforcement de la connaissance de l'hébreu, de l'ivrit dans les écoles juives. C'est par le renforcement de l'enseignement du sionisme et des grands textes du sionisme dans les écoles juives, dans les yeshivot, dans les communautés, que le retour à Israël et le retour à l'État d'Israël dans les consciences reviendra. Alors, vous êtes déjà jeune rabbin à la retraite, hein, vous êtes en Israël, et la question de la reconversion professionnelle pour un rabbin français en Israël, elle se pose. Quels sont vos projets en Israël? Comment on retrouve une activité peut-être différente de celle qu'on avait, certainement différente de celle qu'on avait à Strasbourg? Quels sont vos projets ici en Israël? Il y a un proverbe qui dit que les rabbins prennent rarement leur retraite et ne meurent jamais. En vérité, il y a une condition nouvelle à laquelle je dois m'adapter. Mais puisque l'essentiel de mon activité en France était l'enseignement, était l'écriture, l'étude, mais aussi le contact avec le public et les communautés, j'essaierai autant que faire se peut de continuer un petit peu dans cette voie par la délivrance de cours, par l'écriture. Je suis sur un grand projet actuellement de la traduction intégrale de la Mishnah en français. Et puis peut-être aussi mettre en valeur les grands textes du sionisme religieux, comme les textes du Rav Kook et du Rav Soloveitchik, qui sont méconnus en France et pour lesquels j'ai depuis très longtemps une proximité qui fait que je pourrais effectivement apporter ma contribution à l'enseignement du sionisme religieux auprès de mes coreligionnaires en France. Donc vous n'allez pas manquer d'activité pendant les prochaines années? Si Dieu veut. Alors, merci beaucoup pour nous avoir parlé de votre Aliyah et de votre carrière rabbinique que nous avons évoquée en quelques minutes. Et il est 8h47 sur Studio Kalita. Et je voudrais que nous parlions un peu de la paracha ensemble. La paracha de la semaine, cette paracha de Chayei Sarah qui est très riche en événements historiques. Alors, quel est l'enseignement que vous en avez retiré? Un des enseignements. Et qui est pleinement lié avec ce dont on parle, c'est-à-dire la terre d'Israël et Hebron. Je crois qu'il y a deux grandes parties dans cette paracha, dans cette longue paracha. La première partie, c'est la mort de Sarah, et la deuxième, c'est l'annonce du mariage de Isaac avec Rivka. Ce qui était extrêmement étonnant dans cette paracha, c'est d'apprendre que Sarah est morte toute seule. Elle est morte seule parce que Abraham n'était pas à Hebron lorsqu'elle a rendu son âme. Il était à Beersheba. Yitzhak, on ne sait pas où il était. Yitzhak a disparu de l'horizon. Apparemment, il revenait de la Kedah. Et donc, les commentateurs sont étonnés de nous montrer cette Sarah qui meurt seule et on se pose la question, finalement, pourquoi ?
Pourquoi elle est toute seule? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette anecdote? Puisque même le Ramban qui dit qu'Abraham était déjà à Hebron. Vous êtes un spécialiste du Ramban. Oui, j'avais traduit un de ses textes. Oui. Il dit qu'Abraham, ce jour-là, était à Hebron, mais il est parti faire des affaires à Beersheba. Il est arrivé en retard à la levaya, à l'inhumation de sa femme. Alors, au-delà de ce qui nous paraît être un petit peu une histoire quotidienne, les commentateurs nous disent qu'en vérité, il y a derrière cela tout un débat intérieur chez Abraham, à savoir quelle est sa mission et quelle est la mission de Sarah. Lorsqu'on nous dit qu'Abraham revint de Hebron, Vayavo Avraham, mais Hanba, mais Aramoria. En fait, il venait de Beersheba. Les rabbins de dire qu'il venait en fait, du lieu symbolique qui était le mont Moria, qui avait entraîné indirectement la mort de Sarah, puisque le Midrash nous dit que le Satan déguisé en messager lui a annoncé que son mari était en train d'offrir son fils Yitzhak et Sarah aurait eu une syncope ou une attaque et elle serait morte sur le coup. En fait, et on voit pourtant qu'Abraham est resté longtemps à Beersheba. Pourquoi? Parce qu'il était un peu le chaliard d'Hachem, il était là pour diffuser la croyance en Dieu. C'était le père des croyants, c'est un peu comme ça qu'on l'a perçu plus tard. Et il a considéré sans doute que sa mission était peut-être de rester seul, mais de rester seul pour servir Dieu au nom de l'humanité. Alors que Sarah, selon lui, c'était celle qui devait être la garante de la terre d'Israël. Et voilà pourquoi, lorsqu'il va revenir, lui qui ne possédait rien, lui qui ne voulait rien, même pas un lacet de chaussures, on voit comment il marchande. On a vu comment il marchande le caveau de Marpella pour que justement Sarah y soit inhumée, pour que Sarah soit la garante du retour du peuple juif en terre d'Israël. Et on voit cela au moment où ces deux missions deviennent conciliables, mais il fallait que chacun les assume. Il fallait que Abraham assume seul la diffusion d'Hachem dans le monde. Et il fallait que Sarah, c'est pour ça que Sarah ne comprend pas pourquoi Yitzhak va être offert. Sarah, Yitzhak, c'était l'enfant de la promesse, et pour Abraham et pour Sarah. Donc on voit bien qu'il était nécessaire que l'histoire continue. Et c'est pour ça que Abraham Avinu, dans le sens où Sarah, elle est Sarah Yemenu, est notre mère, et elle est garante de l'avenir d'Israël. Et c'est ce qui explique la deuxième partie de cette paracha, à savoir la paracha du mariage. De la suite. Et où on se demande pourquoi Abraham, à nouveau, envoie Eliezer si loin, ailleurs que sur la terre d'Israël, de Canaan. Mais parce que, là encore, Abraham considère que sa mission, c'est pas seulement d'enseigner la croyance en un seul Dieu, mais c'est d'être Mekarev, de rapprocher un peu le monde à la croyance en Hachem et dans les vertus, dans les valeurs qu'il nous enseigne. Et c'est pour ça il sait par intuition que s'il lui a été choisi, c'est parce qu'il fait partie de la famille de Nahor, connue pour son hospitalité. Oui. Il sait que là-bas se trouve une personne inconnue, méconnue, mais dont la Torah quand même mentionne la mort, c'est très rare, Dvorah, la nourrice la Ménéketh, la nourrice de Rivka, et comme pour nous dire que c'est elle qui va enseigner à Rebecca les valeurs, les vertus, les midotes de la famille d'Abraham, en sorte que lorsqu'il y aura le test d'Eliezer, elle sera à même de se montrer l'héritière digne de Sarah. Donc effectivement, on voit un lien donc entre la première partie et la seconde partie donc de cette paracha très riche. Vous vouliez nous rajouter un autre point dans votre Dvar Torah, ou alors? Mais écoutez, c'est l'idée que finalement la terre d'Israël, elle est là, pas seulement pour qu'on réalise encore une fois la promesse du retour et la promesse d'y vivre et d'y célébrer Hachem, mais c'est une terre, et la Torah y reviendra, dont l'habitat ne s'y justifie que parce que on met en exergue et qu'on met en pratique les valeurs, les vertus d'amour du prochain, du rapprochement avec l'autre. On verra qu'Abraham se remarie avec Agar, qu'il retrouve, comme condition sine qua non de la mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Je profite quand même pour remercier, puisque je parle de Yishuv Eretz Israël, oui, tous ceux qui nous ont permis de faire cet alia, en particulier le ministère de l'intégration, de l'intérieur, les services francophones, Kalita, que j'écoute régulièrement, enfin, tous ceux qui, au niveau de l'ALIA, je pense à ce que fait M. Heisenberg, permet aux Juifs de France de trouver ici un accueil absolument fabuleux. Et c'est l'occasion, puisque vous m'avez invité, de vous remercier également vous-même
pour ce que vous faites. J'ajoute que là, une des premières personnes que j'ai rencontrées en Israël, à la synagogue de Mekor Chaim, c'est votre papa, le grand rabbin Haïk, que j'ai retrouvé après plusieurs années. Et vous voyez que... Voilà, oui. Les rabbins se retrouvent en Israël. De nombreux rabbins... Et je suis heureux de pouvoir vous le dire à vous-même aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, monsieur le grand rabbin René Gutmann, d'avoir été notre invité ce matin sur studiokalita.com. On vous souhaite bien sûr à vous, à votre épouse, une très bonne intégration en Israël, beaucoup de réussite et beaucoup d'ivrei Torah et de shiurim pour l'ensemble de la communauté, en particulier la communauté francophone qui bénéficiera avec plaisir, je suis sûr, de vos connaissances, de votre savoir. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur studiokalita.com. On vous souhaite Shabbat Shalom. Et nous allons terminer cette heure d'actualité avec Eliana qui nous a rejoint pour nous présenter les programmes, les émissions de Cathy Choukroun. Exactement. Alors, on va commencer par un Israël, comment ça marche, Alia et Nutrition avec Lorraine Azoulay. Puis, on aura les bons plans de la semaine prochaine, du 12 au 18, par Valérie Kutkovitch. Nous aurons ensuite une Alia Story très particulière. C'est le Rav David Mamou qui nous parlera de l'Alia des Bnei Menaché. Pendant de nombreuses années, il était responsable. Et il nous raconte avec beaucoup d'images, c'est très, très intéressant à voir, son périple pour aller sauver ces juifs-là, ces tribus perdues. Voilà. Eh bien, merci Eliana. Nous allons terminer cette heure d'actualité. Par une petite chanson, peut-être. Par une petite chanson, peut-être, que David peut nous préparer une petite chanson pour mettre fin à cette heure d'actualité, cette dernière heure d'actualité de la semaine, pour nous faire rentrer dans ce Shabbat de Chai et Sarah. Voilà, on vous souhaite de passer une agréable journée. Shabbat Shalom à toutes et à tous. On se retrouve dimanche matin sur studiokalita.com. À bientôt. Bye bye.